Ce prédateur, avec sa mâchoire puissante et son impressionnante crête dorsale, est l'un de nos lointains ancêtres. Il vivait il y a 300 millions d'années. Les dernières recherches montrent que ce type de créature pourrait être à l'origine des liens forts qui se créent chez les mammifères entre les parents et leurs petits. À cette époque, nos ancêtres pondaient des œufs et s'occupaient très peu de leurs descendants. Et puis, un changement radical s'est produit. Soudain, les parents se sont mis à nourrir et protéger leurs petits. C'est même devenu leur priorité. Comment expliquer ce changement? La clé de cette énigme se trouve à l'intérieur du corps humain. Car nos cellules abritent une molécule héritée de nos lointains ancêtres, l'ADN. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent décoder le patrimoine génétique des humains et d'autres animaux et commencent ainsi à percer les mystères de notre passé. En suivant les indices, ils remontent le temps pour découvrir comment des reptiles indifférents à leurs œufs sont devenus des parents attentifs. Voici leur enquête, leur mission pour identifier ce tournant décisif. Le moment clé de l'évolution qui a permis aux êtres humains de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Le Karoo, un désert semi-aride en Afrique du Sud, connu pour son abondance de fossiles. Il couvre une période de près de 100 millions d'années et date d'une époque bien antérieure à l'apparition des dinosaures. Roger Smith, spécialiste de paléoécologie, y fait des fouilles depuis le début des années 1980. La couche de sédiments de la région s'est formée il y a plus de 250 millions d'années. Tout le substrat rocheux est fossilisé. C'est comme une grosse tranche de paysage préhistorique figée dans le temps. Dans cette zone, il y avait de petites mares remplies d'eau stagnante. Ici, on voit le bord. Et ce qu'on appelle les ridules, c'est-à-dire les marques laissées par le vent qui soufflait sur le sable. On a aussi des ondulations où l'eau clapotait sur la rive. Les traces sur le sol ne sont pas les seules incrustées dans cet ancien rivage. Regardez ces traces de pas magnifiques. On voit qu'un gros animal est passé par là il y a 260 millions d'années. Ces empreintes d'une vingtaine de centimètres sont réparties sur toute la surface des rochers. Ce sont les traces d'une créature disparue depuis longtemps. Elle aurait longé le rivage en rampant sur ses quatre pattes. Les fossiles de ce site sont plus vieux que les dinosaures, mais ils peuvent nous éclairer sur l'évolution de quelques-uns de nos ancêtres. Comme le Gorgonops. Il ressemble à un grand lézard, mais c'est en réalité un lointain parent des mammifères. La paléontologue Jennifer Botta-Brink étudie elle aussi les fossiles du Karoo. Avec ses collègues,
elle a exhumé un fossile de 245 millions d'années. Il nous éclaire sur l'origine de l'affection parentale. Il s'agit de plusieurs animaux appelés cynodontes, morts blottis les uns contre les autres dans un terrier. Ce fossile est la plus ancienne preuve archéologique montrant des animaux qui s'occupent des jeunes. Le plus gros, à gauche, serait une femelle, et l'autre, à droite, son petit. C'est un fossile passionnant, parce qu'on voit deux adultes, mais aussi ce crâne minuscule qui est celui d'un très jeune animal. Ça nous laisse penser que l'amour parental était déjà apparu il y a environ 245 millions d'années. Malgré le fait qu'ils étaient vraisemblablement couverts d'une fourrure, ces cynodontes n'étaient pas des mammifères. Ils venaient d'une époque bien antérieure et pondaient encore des œufs. Mais pourquoi des animaux si primitifs auraient-ils commencé à s'occuper de leur progéniture? Je pense que ce comportement est apparu tout simplement pour améliorer les chances de survie des petits. Un animal se donne la peine de faire ça uniquement s'il ressent une forme d'affection pour sa progéniture. Donc je pense que l'amour était un facteur très important qui a contribué à maintenir les jeunes en vie. Quel a été le déclic pour l'émergence de ce comportement? Les cynodontes constituent un premier indice. Mais en Australie, il existe un fossile vivant qui peut nous en dire plus. L'île de Tasmanie, au sud de l'Australie. L'animal en question vit dans cette forêt. C'est un échidné à nez court. Ce mammifère est relativement primitif, en comparaison avec d'autres mammifères qui existent aujourd'hui. Et il est probablement proche des cynodontes. L'échidné a la particularité d'être un mammifère ovipare. La femelle pond un œuf qu'elle garde ensuite dans sa poche. Il est recouvert d'un liquide blanc qui suinte de l'épiderme. Après l'éclosion, les petits s'en nourrissent pendant environ 200 jours. En réalité, il s'agit d'une forme primitive de lait maternel, mais il sort directement des pores de la peau et non d'une mamelle. Olaf Hofstedal, chercheur en écologie nutritionnelle, étudie l'échidné pour en savoir plus sur l'évolution du lait maternel. La lactation est une caractéristique commune à tous les mammifères. Elle est donc très répandue. Mais d'où vient le lait? Quelle est l'origine de ce liquide si complexe? Il contient des nutriments et des éléments protecteurs et il est parfaitement adapté aux petits. On s'est donc demandé ce que pouvait nous apprendre l'échidné. Que peut nous dire cet animal très primitif? Il pond toujours des œufs et il a un mode de lactation qui doit être très ancien. C'est ce qui nous a poussés à nous pencher sur son cas. L'analyse du lait de l'échidné fait apparaître deux composants très intéressants. Le premier est l'alpha-lactalbumine. Cette protéine produit le lactosérum, une substance sucrée qu'on appelle petit lait. Le deuxième est le lysozyme, une protéine antibactérienne.
l'échidné recouvrirait son œuf de liquide pour empêcher le développement de micro-organismes dangereux. En observant ces protéines, les scientifiques ont été étonnés par leur structure. Elles sont toutes les deux très complexes. Et pourtant, si on les superpose, on voit qu'elles sont presque identiques. C'est étonnant, parce qu'elles ont des fonctions totalement différentes. Olav Oftedal a une hypothèse. Nous pensons qu'il y a eu une transformation progressive. Ce fluide qui apportait de l'humidité et une protection contre les microbes nocifs est devenu un liquide destiné à nourrir le petit. Le lait maternel aurait donc évolué à partir d'un liquide antiseptique pour les œufs. Et la lactation existait longtemps avant l'apparition des premiers mammifères. Pour Olav Oftedal, l'origine du lait maternel serait encore plus ancienne que les cynodontes et pourrait même remonter à l'époque où les premiers animaux sont sortis de l'eau. Le lait existait avant les dinosaures. La plupart des gens l'ignorent. Ils ne savent pas que le lait remonte à l'époque où le charbon s'est formé. C'est vraiment très très ancien. Je pense que la lactation date de l'époque où les tétrapodes sont sortis de l'eau. Et sur la terre ferme, leurs œufs risquaient de sécher. Nous pensons que l'apparition des premiers animaux terrestres, et donc de la ponte à l'air libre, a conduit à l'invention d'un système d'humidification par la femelle grâce aux sécrétions de sa peau. Ce devait être la première forme de lactation. La fonction initiale de ce liquide était donc d'humidifier l'œuf. Ensuite, il l'a protégé des bactéries avant de devenir une source de nourriture. Remontons à l'époque où, selon Olav Oftedal, cette transformation aurait eu lieu. Nous sommes il y a 300 millions d'années. Ces animaux sont des dimétrodons. Ils sont plus anciens que les dinosaures et sont probablement de lointains parents des mammifères. Leur grande crête dorsale servait sans doute à absorber la chaleur du soleil. Ils avaient besoin de faire remonter leur température corporelle pour avoir assez d'énergie pour courir. Après avoir fait le plein de chaleur, ils partaient chasser. À l'époque, ces animaux régnaient en maîtres. C'étaient de grands prédateurs, mais leur mode de reproduction n'était pas encore au point. La coquille de leurs œufs était sans doute une fine membrane molle. Les bactéries risquaient de pénétrer à l'intérieur et de tuer l'embryon. Les femelles ont donc commencé à les recouvrir d'un fluide protecteur qui coulait de leurs pores et contenait le lysozyme antibactérien. Il empêchait la prolifération de micro-organismes mortels. Ce comportement était une première étape vers une protection active des petits. À l'époque, une transformation inattendue a eu lieu dans l'organisme de nos ancêtres. Au cœur des cellules, il y a l'ADN. Et à l'intérieur du génome des dimétrodons,
se trouvait un gène qui produisait la protéine bactéricide appelée lysozyme. Au fil du temps, des changements se produisent dans le patrimoine génétique. Et à un moment donné, un changement a eu lieu dans le gène responsable du lysozyme. Il a provoqué une modification de la structure de cette protéine. Cette nouvelle version était l'alpha-lactalbumine. C'est devenu le composant essentiel du lait maternel. Désormais, le fluide sécrété par la mère pour tuer les bactéries sur ses œufs fournissait aussi des nutriments. Une fois sortis de l'œuf, les petits se sont mis à le lécher sur sa peau. Ils sont devenus dépendants de ce liquide. C'est un changement majeur de la fonction maternelle. Vraisemblablement, les mères prenaient soin de leurs petits en tissant des liens affectifs avec eux grâce à la lactation, ce qui a conduit aux mammifères d'aujourd'hui. Grâce aux propriétés du lait, les bébés ont été mieux nourris et ont pu grandir en bonne santé. Cette proximité physique a renforcé le lien entre les femelles et leurs petits. Pour Olav Oftedal, cela aurait déclenché le désir de la mère de s'occuper de sa progéniture. Bien sûr, allaiter un bébé, c'est bien plus que lui donner du lait, parce qu'il reçoit aussi de l'affection, du soutien et du réconfort. Il se passe quelque chose de très fort sur le plan affectif. C'est très important pour la mère et le bébé. Le bébé est entouré d'un sentiment de sécurité. Et je pense que c'est ce qui lui permet d'investir son énergie dans l'apprentissage. Les humains s'occupent de leurs petits pendant très longtemps, ce qui leur donne l'occasion d'apprendre et de développer leur intelligence. C'est pour cette raison qu'il est devenu important chez les humains de veiller sur les bébés pendant une si longue période. Dans le désert du Karoo, en Afrique du Sud, on continue à découvrir de nombreux fossiles. Plusieurs en disent long sur l'attachement parental chez nos lointains ancêtres. Regardez ça. C'est là. C'est le moulage d'un terrier de Dictodon. Cette forme en relief est un terrier fossilisé encore intact. La galerie descend en spirale très profondément. Quand on explore ces cachettes souterraines, on trouve parfois des fossiles de Dictodon serrés les uns contre les autres. Voici un autre exemple avec plusieurs jeunes. Les scientifiques pensent qu'ils vivaient en famille ou en groupe dans un même terrier. En s'occupant les uns des autres, ils pouvaient améliorer leurs chances de survie. Pourtant, ces formes primitives d'organisation sociale ont presque été réduites à néant d'un seul coup.
Roger Smith pense avoir trouvé la trace d'une catastrophe naturelle qui aurait provoqué une quasi-extinction. Cette couche sédimentaire date d'environ 250 millions d'années. Sous la ligne blanche, de nombreux fossiles d'animaux comme les diictodons ont été retrouvés. Au-dessus, dans la strate la plus récente, il n'y en a presque pas. Ce site fossile, appelé le dernier bassin, raconte l'histoire d'un événement dramatique. Une foule d'animaux se sont concentrés à cet endroit pour trouver de l'eau, parce qu'il n'en restait plus ailleurs. Et ils sont tous morts. Une extinction de masse s'est alors produite. L'assèchement de l'environnement a sans doute été provoqué par des éruptions volcaniques dans la partie nord de la Pangée, une région qu'on appelle les Trappes de Sibérie. Le réchauffement de la planète a été trop rapide pour que les organismes terrestres et marins aient le temps de s'adapter. La plupart se sont éteints. Que s'est-il passé pour les animaux du dernier bassin? Remontons dans le temps pour essayer de le comprendre. Voici la Terre, il y a environ 250 millions d'années. Nos ancêtres avaient fait une grande avancée en allaitant leurs petits. Comme ils vivaient dans un environnement très fertile, le nombre d'espèces a augmenté. D'après les traces fossiles, les diictodons étaient les plus prolifiques. Ils vivaient dans des terriers familiaux. Cette existence paisible a pris fin brutalement. De gigantesques éruptions volcaniques ont libéré d'immenses quantités de roches en fusion. Les geysers de lave ont parfois atteint 2000 mètres. Cette activité volcanique a duré 1 million d'années. Elle a entraîné l'extinction de 96% de la vie sur Terre. Ces éruptions ont libéré de grandes quantités de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère, ce qui a radicalement modifié l'environnement terrestre. Il y a eu une hausse rapide des températures et une désertification. Privés des richesses naturelles, les ancêtres des mammifères se sont éteints les uns après les autres. Les fossiles du dernier bassin attestent de cette tragédie. Pourtant, malgré ce cataclysme, certains ont quand même réussi à survivre et ils étaient sur le point de faire une deuxième grande avancée évolutive. Province du Liaoning, en Chine. Une strate rocheuse datant de 100 millions d'années après les éruptions volcaniques domine le paysage.
En 2011, on y a fait une découverte primordiale. Le descendant d'une créature réchappée de l'extinction de masse. Voici le fossile en question. C'est un Juramaya. Il ne mesurait que 10 cm. Nous sommes les descendants de ces petits animaux qui ont survécu à l'ère des éruptions volcaniques catastrophiques. Le géologue Ji Chang de l'Académie chinoise des sciences de la Terre a étudié ce fossile. Il a trouvé la preuve d'une innovation capitale. Le Juramaya, lui, ne pondait pas des œufs. Après avoir analysé les caractéristiques physiques de ce fossile, nous avons conclu que cette femelle avait un organe jusqu'alors inconnu pour garder son embryon à l'intérieur de son abdomen. Tous les mammifères placentaires, dont les êtres humains, sont donc les descendants du Juramaya. Le placenta connecte l'embryon à la paroi utérine et au corps de la mère par le cordon ombilical. Le bébé est ainsi alimenté en oxygène et en nutriments. À l'origine, après la fécondation, nos ancêtres enveloppaient leurs embryons dans une membrane molle. Puis, ils expulsaient l'œuf. À un moment donné, un changement étonnant s'est produit. À l'intérieur de l'œuf, une poche est apparue pour collecter l'urine de l'embryon. Elle était reliée au corps de la mère. C'est l'origine du placenta. Désormais, les embryons pouvaient se développer à l'intérieur de l'utérus. Fini les œufs. Dorénavant, les petits sont conçus et grandissent dans le ventre de leur mère. C'est une façon totalement nouvelle de porter des enfants. Cette avancée a joué un rôle clé dans la survie des premiers mammifères. Remontons dans le temps à l'époque du Juramaya. Le Juramaya vivait au Jurassique. Après les éruptions volcaniques massives et l'extinction de la plupart des espèces, l'environnement terrestre a été transformé. Les dinosaures ont pris le pouvoir. Avant l'apparition du Juramaya, les ancêtres des mammifères pondaient encore des œufs. Ils étaient petits et vulnérables face aux prédateurs. En cas d'attaque, les adultes devaient abandonner leur nid et donc leurs œufs si précieux.
le Jura Maya est apparu. Nos ancêtres avaient désormais un placenta. Ils vivaient dans la forêt et se nourrissaient d'insectes et de petits animaux. Parmi leurs prédateurs, il y avait notamment un dinosaure à plumes appelé Anchiornis. En cas de danger, la gestation in utero présente un avantage. La femelle n'a pas à laisser ses œufs sans défense si elle prend la fuite. Le taux de survie des petits s'améliore. Il y a 160 millions d'années, la planète était dominée par de très gros dinosaures. C'est aussi l'époque des Jura Maya. Ces mammifères étaient beaucoup plus petits et plus faibles que les dinosaures. Ils devaient donc se battre pour survivre. Comme leur environnement était impitoyable, le placenta a joué un rôle clé dans la protection de leur progéniture. Les scientifiques se sont demandé comment s'était développé ce nouvel organe qui a été un atout de taille dans la compétition entre les espèces. Récemment, on a compris l'importance d'un gène précis dans cette transformation. Le placenta était totalement nouveau. Nous pensons que l'apparition d'un gène a été cruciale dans la fabrication de cet organe. Deux chercheurs japonais, Fumitoshi et Tomoko Ishino, ont identifié ce gène. Il a été baptisé PEC10. Une expérience sur des souris aide à comprendre son fonctionnement. Sur un fœtus normal, le placenta est parfaitement visible, ici à gauche. Mais voici ce qui se passe quand le gène PEC10 ne fonctionne pas. Le placenta est atrophié et la croissance du fœtus s'arrête en cours de route. Si le gène PEC10 est absent, les cellules de la partie la plus importante du placenta ne se multiplient pas. C'est pour ça que seule son enveloppe externe se développe, pas l'intérieur. Donc on sait que la formation du placenta dépend de la présence de ce gène. Des études approfondies ont montré que le gène PEC10 était né il y a plus de 160 millions d'années. Par la suite, de nombreux mammifères en ont hérité. Mais comment est-il apparu? Les recherches de l'équipe japonaise ont mis en lumière un fait étonnant. Ils ont trouvé un gène qui ressemble beaucoup à PEC10. Pourtant, il ne vient pas d'un humain, ni même d'un mammifère. Il fait partie d'un rétrovirus. Deux portions de code génétique caractéristiques de ce rétrovirus
sont aussi présentes dans le gène PEG10. Fumitoshi et Tomoko Ishino ont une explication. Le rétrovirus était encodé dans l'ADN de nos ancêtres et s'est transmis à leurs descendants. À terme, il a donné le gène PEG10, qui a, par la suite, abouti à la création du placenta. Cette hypothèse va à l'encontre des connaissances scientifiques en vigueur. On a toujours pensé qu'un gène d'origine virale ne pouvait pas être encodé dans notre ADN. Par ailleurs, un virus ne pénètre pas dans les cellules reproductrices de son hôte, à savoir les spermatozoïdes ou les ovules. Il semblait donc encore plus improbable qu'il puisse se transmettre aux générations suivantes. Mais on sait désormais que ce phénomène peut se produire. On l'a constaté récemment avec une épidémie qui touche les koalas. Une infection provoquée par un rétrovirus appelé corve se propage parmi ces marsupiaux australiens. Elle affaiblit leur système immunitaire et les rend vulnérables à d'autres maladies. Les chercheurs ont analysé les spermatozoïdes de koalas malades. Ils ont constaté que le gène viral s'était bel et bien introduit dans l'ADN de leurs cellules reproductrices. Ces points lumineux indiquent l'ADN du rétrovirus. En même temps que leur ADN, les adultes contaminés transmettent le gène viral à leurs descendants et ils passent donc d'une génération à l'autre. Ce qui nous a étonnés chez les animaux du Queensland, c'est que le rétrovirus était implanté dans les cellules germinales. En d'autres mots, il fait partie intégrante des chromosomes des koalas et leurs petits en héritent. Cette découverte a donc étayé l'hypothèse de l'équipe japonaise selon laquelle nos ancêtres auraient été victimes de ce type d'invasion virale. Un gène rétroviral aurait bel et bien évolué pour devenir le gène PEG10, qui à terme aurait donné le placenta. Nos ancêtres ont acquis un gène à partir d'une infection par un rétrovirus. Au cours du processus évolutif, l'organisme des animaux a subi des changements profonds en tirant parti d'événements dus au hasard. Et le rétrovirus a une propriété particulière qui conforte encore plus cette théorie. Il peut neutraliser le système immunitaire de son hôte pour l'infecter plus facilement. Le placenta déjoue lui aussi les défenses naturelles de la mère. Même pendant la grossesse, une femme et son enfant constituent deux individus bien distincts. Et il arrive que leur groupe sanguin soit différent. Logiquement, le corps de la mère devrait considérer l'embryon comme un envahisseur et le combattre. Pourtant, le placenta bloque cette réaction immunitaire de la mère. Elle peut donc porter l'embryon le temps qu'il se développe. C'est une avancée évolutive majeure.
Remontons à l'époque où le placenta serait apparu. En ce temps-là, rien ne semblait pouvoir menacer la suprématie des dinosaures. Les petits mammifères tentaient de leur échapper tant bien que mal. À un moment, nos ancêtres ont été infectés par des rétrovirus mortels. La propagation de ces rétrovirus a été rapide. Nos lointains ancêtres mouraient les uns après les autres. Une nouvelle fois, ils étaient menacés d'extinction. C'est alors qu'un heureux accident s'est produit. Alors que leur survie était menacée, ils ont été sauvés par un changement dans leur organisme. Les rétrovirus circulaient dans leur corps et certains se sont retrouvés dans leurs cellules reproductrices. L'objectif des virus est d'implanter leurs propres gènes dans les cellules hôtes. Ils visent donc le noyau. C'est là que se trouve l'ADN. Le rétrovirus l'a sectionné pour insérer son propre patrimoine génétique dans le brin de son hôte. C'est ce qui a finalement donné PEG10. Par la suite, le gène viral s'est transmis de génération en génération. Et PEG10 a fini par entrer en action. Il a commencé à fabriquer le placenta. Ce dernier a su neutraliser les réactions immunitaires de la mère pour nourrir et protéger ce corps étranger qu'est le bébé. C'est ainsi qu'est apparu un nouveau mode de reproduction. Avantagés par cette stratégie biologique, nos ancêtres ont pu survivre malgré la menace des dinosaures. Ensuite, au cours des 160 millions d'années qui ont suivi, le lien entre la mère et son petit s'est renforcé. La fonction du placenta s'est accrue et la période de gestation s'est allongée. Les petits grandissaient à l'abri dans l'utérus. Ils étaient donc plus développés à la naissance.
Les mères ont appris à supporter des grossesses plus longues en nourrissant leur fœtus de leurs propres apports nutritionnels. Après l'apparition du placenta, l'évolution des mammifères s'est faite en grande partie grâce aux soins prodigués par les femelles à leurs petits. L'espèce humaine est l'aboutissement de ce long parcours d'obstacles. Les mères peuvent porter leur bébé pendant plus de 9 mois. Mais malgré l'inconfort de la grossesse, le lien maternel peut aussi apporter un grand bonheur. Ce lien se tisse peu à peu. Il apparaît même avant la naissance. Au moment de l'accouchement, les hormones jouent un rôle déterminant. La bêta-endorphine réduit la douleur. Le corps sécrète aussi de l'ocytocine, surnommée hormone de l'attachement, qui renforce la tendresse qu'une mère peut ressentir pour son bébé. Les liens complexes qui unissent une mère et son enfant n'auraient pas existé sans un changement fortuit dans l'ADN de nos ancêtres. Cet événement a eu des conséquences extraordinaires. La légère mutation d'un gène a abouti à la création du lait maternel. Et un virus a apporté le gène responsable du placenta. Sans ces deux événements, les relations entre les mères et leurs enfants seraient totalement différentes. L'espèce humaine ne serait même pas apparue. Le lien parent-enfant est le résultat d'un processus entamé il y a 300 millions d'années. Et il n'aurait jamais existé sans ces deux grandes avancées de l'évolution.